Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur leur thème et surtout d'être au rendez-vous de Actu Hebdo, notre rendez-vous tous les dimanches, le canal 12-13 sur le plateau aujourd'hui. Deux invités pour parler de sujets. On parlera de la journée de lutte contre le tabac et puis on parlera également de la journée qui célèbre le lait, la consommation du lait. On verra pourquoi. Les invités, monsieur Sanoussi Bouya Silla, il est le président de l'APECAM. Bonjour, monsieur Silla, bienvenue. Bonjour, M. Diambélé. Sur le plateau également, professeur Tenin Kanouté, spécialiste en pneumologie et tabacologie au CHU Pongé. Bonjour, professeur, bienvenue. Bonjour. Merci. En troisième région, il est consommé en poudre, yaourt, fromage, ghee, brochette, beurre entre autres, grâce à des transformateurs dont La remise 75% de matériel de sont transformation des et de transport femmes. de Le plus de lait 403 était au millions de francs cœur CFA de à toutes 23 les centres de collecte attentions de de lait par ce le ministère 1er du juin au Développement stade rural municipal est l'un de des actes forts Sikasso. de cette journée mondiale dédiée au lait, Pendant édition 72 2023 heures à de Sikasso. célébration de cet Deuxième aliment région complet, d'élevage. alors, c'est un élément off. Ok. On parlait donc de la troisième région parce que c'est là-bas qu'a eu la célébration de cette journée. Là-bas, il est consommé en poudre, yaourt, fromage, ghee, brochette, beurre entre autres, et cela grâce à des transformateurs dont 75% sont des femmes. Le lait était au cœur de toutes les attentions ce 1er juin. C'était au stade municipal de Sikasso pendant 72 heures de célébration de cet aliment complet. Le gouvernement du Mali a adopté en 2008, il faut le rappeler, la stratégie de valorisation du lait local cru avec pour ambition d'accroître la production locale et réduire à terme la facture laitière de notre pays qui s'élève, on le dit, hein, c'est entre 15 et 20 milliards de francs CFA qui sont injectés chaque année dans l'importation du lait et des produits laitiers. Un paradoxe, pas normal pour un pays agro-silvo-pastoral. On verra bien si ces 15 et 20 milliards qui sont injectés dans l'importation pourront aider à produire notre lait local. Une fois encore, Monsieur le Président, professeur, bienvenue. Vous êtes là pour parler justement de la journée mondiale sans tabac. C'est célébré tous les ans. À quelle date? 31 mai. 31 mai. D'accord. Cette année, vous avez choisi le thème cultivons des aliments, pas du tabac. Alors, vous êtes là, vous tirez à boulet rouge sur le tabac, mais monsieur le président de la PECAM, le patron des agriculteurs, il cultive le tabac. Alors, que faut-il faire? Le lait, il est bon contre le tabac? Ah oui, Ah bien bon? sûr, le lait, il est bon contre le tabac. Le lait, c'est un aliment complet. Pourquoi dit-on que le lait est un aliment Ça complet? contient tout. Il y a des protéines, il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a un peu de tout dans le lait. D'accord. Euh, Alors, peut-on continuer à fumer et puis boire du lait? C'est un remède? Ah non, c'est Pas pas du un tout. remède. Non, non, non. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix obligatoirement. Le tabac, il nuit à la santé des hommes. OK? Et le tabac est nuisible de la tête jusqu'au niveau des orteils. On en parlera dans les détails. Voilà. Mais entre-temps, de l'autre côté, monsieur le président des agriculteurs, la PECAM, vous laissez quand même vos adhérents cultiver le tabac. Pourquoi? Pour Vous une savez que question. c'est pas bien. Non, fumer n'est pas bien. Il faut Mais pour on fumer, il se faut qu'on regarde. cultive. Vous savez, si vous regardez la consommation de cigarettes en République du Mali, je veux peut-être dire que 99% de ce qui est fumé au Mali ne vient pas du Mali. D'accord. Donc ça veut dire que nous n'avons pas techniquement les moyens aujourd'hui d'empêcher l'importation du tabac. Mais si mes adhérents trouvent un gain économique à cultiver le tabac, je ne pourrais pas leur dire d'arrêter, puisque quand même c'est une culture rentière très importante de par le monde. Mais à la PECAM, comme partout ailleurs, je rassure madame que nous sommes contre la cigarette. Nous ne voulons pas que les gens fument, mais Vous cultiver, cultivez quand c'est même. autre chose, c'est économique. Ah, c'est le gain. L'agriculture, c'est vraiment, il faut le regarder sous son aspect économique d'abord pour mieux comprendre les agriculteurs. Économique, l'économie contre la santé. On fait les choix. Bon, Que fait-on, on que fera le fait-on, choix de la santé, mais que fait-on des bénéfices générés par l'économie si on n'a pas en bonne santé? On a dit le début du bonheur, c'est la santé, non? C'est ce que vous dites, vous. Oui.
Les débuts du bonheur, c'est de faire Non, c'est d'engranger les vous ressources. n'allez pas me mener sur le terrain, sur ce terrain. D'accord. Alors, vous êtes allé direction Sikasso cette année pour célébrer cette journée dédiée au lait. C'est une journée mondiale, Exactement. initiée depuis quand et par qui? Bon, je pense que ça a été initié par la FAO. Quant à la date, je suis plus D'accord. très fort Ok, sur parce ces que vous dates. êtes relativement nouveau comme à la tête de la PECAM. Mais au Mali aussi, on les célèbre que depuis 2006, je crois. Je crois, oui. Et que vous êtes là depuis quelques années. Est-ce que vous célébrez de la même manière Non, en fait, que vos prédécesseurs? la journée mondiale du lait a été célébrée exclusivement à Bamako. Lorsque nous sommes venus aux affaires, on a jugé nécessaire que ceux qui produisent le lait ne sont pas forcément à Bamako. C'est vrai que Bamako est le plus grand pôle producteur de lait du Mali. C'est la plus grande concentration d'élevage périurbain. C'est dans les élevages périurbains qu'on a beaucoup plus de lait. Donc nous avons décidé d'aller fêter, de délocaliser cette journée et d'aller de manière rotative dans toutes nos régions. D'accord. Pas seulement pour fêter le lait, mais aussi pour enseigner aux gens des régions comment Bamako a réussi ce miracle d'avoir du lait les 365 jours de l'année. Qu'est-ce qu'on a fait? Et durant l'année, par exemple, la première année où nous avons délocalisé, l'année où j'ai été élu président de la PECAM, nous sommes allés à Mopti. Et il y a eu un programme spécial d'insémination artificielle par le CNIA sur Mopti, presque gratuitement. Après Mopti, nous sommes allés à Nyoron. Donc, chaque fois que nous allons maintenant à Sikasso, ils vont déterminer quel type de programme ils ont besoin. Nous avons fait des ateliers là-bas à Sikasso pour voir comment nous pouvons les aider pour développer le lait. Dans Sikasso, ils sont périurbains. Et ça va être une année de... Notre souhait que ce soit une année de concentration de tous les efforts sur le lait, sur Sikasso, pour que Sikasso puisse carrément décoller et égaler Bamako. Alors, quels sont les grands bassins de production de lait dans notre pays? En termes de production de lait, c'est d'abord Bamako, ensuite Sikasso, Mopti, Kai, c'est-à-dire dans cette région, dans la région de Kai, ça dépend un peu des endroits, comme vous avez aussi la région de Kita, et ainsi de suite. Bien sûr, le nord aussi, le nord du pays sont des zones où il y a du lait, mais il y a un amalgame que les gens font très souvent, c'est qu'ils regardent le cheptel, et le lait, c'est quelque chose de totalement différent. Eh bien, expliquez-nous, vous êtes là pour ça. Vous pouvez avoir des régions qui ont des cheptels que Bamako n'a pas 1/10 de leur cheptel, mais nous produisons plus de lait parce que nous avons fait de l'amélioration génétique. Nous acceptons plus facilement de faire des cultures fourragères, de faire de l'ensilage de maïs. Or, culturellement, ces choses ne sont pas encore très acceptées en dehors de Bamako et dans les villages. Vous allez dire à quelqu'un que son épi de maïs grimpe plus tige, de broyer tout ça pour donner aux animaux pour avoir du lait. Ça ne produit pas grand-chose. Non, en fait, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon pour les animaux. D'accord. Et ce sont Mais ils ne le feront pas. Non, ils ne le feront pas. Donc parce ça que dépend de la race ou le de maïs, la c'est pour manger. nourriture? Ça dépend des deux. Ça dépend de la race, de la nourriture, de la prophylaxie et de la manière dont est tenu le parc. D'accord. Parce qu'un parc laitier est différent d'un parc transhumant et différent d'un parc en bouche. D'accord. Alors Bamako est le plus grand bassin, c'est ce que vous avez dit. Oui, le plus grand Ça veut dire qu'il y a des producteur expériences concluantes ici. de lait. Beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réussir un grand maillage? Oh, vous savez, Pourquoi ça marche à Bamako, ça ne marche pas à l'intérieur? vous savez, je vais vous dire, le tout est que souvent ce sont les politiques qui diffèrent. Bamako a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont partis à l'extérieur comme moi-même et qui sont venus, qui ont investi dans leur ferme avec des moyens qui étaient propres à eux. D'accord. Et dans nos régions, les gens n'ont pas forcément cette chance. Et vous savez que nous, notre système économique n'accompagne pas forcément l'élevage. Ok. Donc c'est un goulot d'étranglement, le financement de l'élevage. Ok. Vous avez dit que cette opération de célébration annuelle, maintenant, c'est une opération de proximité. Exactement. Alors, pourquoi, avec votre expérience, au lieu que tout le monde vienne et se retrouver autour de Bamako, pourquoi vous, par exemple, vous n'êtes pas allé implanter votre domaine auprès des agriculteurs de Sikasso, par exemple, pour qu'ils voient de visu ce que vous êtes en train de faire? Ça pourrait être beaucoup plus séduisant, non? Bon, d'abord, parce qu'à Sikasso, on ne m'a pas donné de terre, et que la terre que j'ai, je l'ai à Bamako. Vous n'avez pas demandé non plus. Mais votre question, elle est intéressante. En fait, c'est ça que nous conseillons à tout le monde, ceux qui ont réussi l'expérience à Bamako, de dupliquer l'expérience dans leur région. Ma propre personne, je produis autant de lait ici que je produis dans mon hameau à Sirando, qui se trouve derrière Sirakola, ou à Touba. Et c'est conseillé à tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui produisent ça dans leur localité.
Et c'est ce que nous... Là, je profite pour lancer un appel à tous les cadres, les intellectuels, les docteurs. Ne faites pas des investissements seulement sur Bamako et son périurbain. Tout ce qui est dans l'agriculture, tout ce qui est possible dans Bamako et son périurbain, l'est possible sur toute l'étendue du territoire. Et c'est comme ça qu'on va vraiment amener le développement dans nos régions. Ok, Monsieur le Président, quelle est la quantité de lait produite là chez nous et quels sont nos besoins? Et que dit la FAO? Il y a un ratio, dites-nous. Oui, 3 questions. bon, le ratio de la FAO qui est de 70 litres par personne et par an. 70 litres. Ou 62, je pense. D'accord, Au une Mali, soixantaine de litres. Une soixantaine de litres. Au D'accord. Mali, je pense que nous sommes à 15. Et dans ces 15, nous avons mis 10 ans d'évoluer de 11 à 15. Or, en Occident et sous d'autres cieux, c'est de 90 litres. Parce que d'abord, au Mali, nous n'avons même pas encore réglé la question de qu'est-ce que c'est que le lait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens consomment? Ce n'est pas du lait. Nous sommes désolés, à chaque fois que nous avons l'opportunité de le dire, la poudre de lait est différente du lait. On verra bien. Donc, Vous ce en sont parlerez. des sujets sur lesquels les gens aussi doivent savoir qu'est-ce que vraiment le lait. On doit tourner les politiques de consommation vers ça. D'accord. Et je reviens encore aux achats institutionnels qu'on demande souvent au gouvernement de la République du Mali, que ce soit dans les orphelinats, dans les hôpitaux, un peu partout. Il faut que derrière toute production, il y ait un schéma de commercialisation organisé pour que vraiment on puisse atteindre ces chiffres. D'accord. Alors, une soixantaine de litres de lait pour chaque habitant de la planète chaque année. Et nous sommes aux alentours de 10. Ça veut dire que nous ne sommes pas 15. Ça veut dire que nous ne sommes pas du tout des citoyens bien portants. Il y a quelque chose qui manque, quelque chose d'essentiel. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? C'est dangereux, c'est alarmant ça? Ah, c'est alarmant. C'est alarmant. Dans ces situations, ça va être très difficile de lutter contre la famine. Alors, vous êtes des professionnels de la santé quand même. Pourquoi vous restez sans réagir? Pourquoi vous ne venez pas les voir? Pourquoi vous ne vous associez pas à ces luttes-là pour que ça change? Parce que vous voulez que ça change. Oui, ça, c'est des domaines que nous ne maîtrisons pas trop. Hein? Ouais. C'est devant les médias qu'on peut se rendre compte qu'on produit très peu de quantité de lait, surtout pour tous les territoires maliens. Ok. Ça, Vous ça- en consommez du lait Oui, on en consomme. tous les jours? Oui, Quelle sorte de lait? moi, c'est le lait en poudre. Hein. Ah, lait en poudre. Ah, Ça veut dire qu'on n'a pas accès au lait local, Monsieur le Président. Alors, Pas forcément qu'on n'a pas accès, mais qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller acheter le lait local. comment? C'est-à-dire? Très simple. Aujourd'hui, que ça soit dans comment on va dire, une réunion à l'ORTM ou au palais à Koulouba ou à la prémature, on n'a jamais reçu de commande des institutions au niveau de la FENALE dont je suis le président pour aller livrer du lait frais. Mais pour acheter du C'est lait du en poudre, là, c'est- on ne passe pas des commandes, on Non, passe sur le c'est- premier boutique du Justement, coin, là. je Il est vais disponible. vous expliquer que c'est des choses totalement différentes. C'est culturellement qu'on doit changer ça. On parle d'un produit frais. D'accord. C'est-à-dire le lait en poudre, vous ne savez pas quand est-ce qu'il a été conçu, qu'est-ce qui a été mis dedans. On ne sait Après- même pas si c'est du lait. Non, d'abord, 90% de ce lait en poudre, on a retiré toute la matière grasse pour en faire du beurre et du fromage. Après, on met des produits composés et qu'on met beaucoup de sucre dans certains de ces laits pour venir nous vendre en disant que c'est du lait en poudre. Donc, qui est d'ailleurs très mauvais pour la santé. Et cette étude n'a jamais été vraiment faite pour vérifier le lait en poudre qui rentre dans notre pays. Est-ce que c'est bon pour la santé? Mais nous avons l'impression que c'est vous seulement qui le savez. Non, je pense que tout le monde le sait, mais quand vous avez affaire à des lobbies d'hommes d'affaires et de commerçants beaucoup plus puissants que vous, qui savent manier les chiffres mieux que vous, le marché est déjà établi. Vous ne vous étonnez pas, M. Djombele, lorsque vous quittez ce pays, de ne pas voir le lait en poudre dans les autres continents? Absolument. C'est presque l'apanage que seulement de l'Afrique. Pourquoi ça ne vous étonne pas? Alors, nous demandons quoi? Pour faire la promotion de n'importe quel produit, il faut que l'élite consomme ça. Vous avez posé une question à madame, je répondis sur ça. Effectivement, nous attendons que les structures nous commandent le lait. On était très contents à un moment donné, je pense qu'il y avait eu un premier ministre au Mali qui avait dit que désormais, dans tout ce que l'État va faire, il veut du consommer local sur la table. Des dispositions comme ça doivent continuer. Et sur des produits frais, je suis désolé, mais ça ne peut marcher que sur une commande. Là, je parle de nos hôtels. J'étais dans un hôtel il n'y a pas longtemps, c'est du lait en poudre qu'on m'a proposé. Nous, à l'APECAM, par exemple, dans toutes nos réunions, nous avons imposé que non, le lait en poudre ne peut pas venir chez nous. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et l'État qui met des milliards dans des projets et programmes pour développer le lait local, cru local, doit aussi miser sur ça et dire que si nous investissons sur le lait cru local, c'est pour que nous consommions. On serait très heureux que l'équipe
de la transition prennent un petit déjeuner du lait fourni par la Fenalec, en termes de publicité, ça va nous booster très rapidement et les autres vont comprendre que ça marche comme ça. Eh bien, très bien. Alors, vous donnez ces chiffres, 15 à 20 milliards de francs CFA qui sont injectés chaque année dans l'importation de lait et produits laitiers. Et si on prenait cet argent, cette somme-là, est-ce que ça peut répondre à nos besoins? Est-ce que ça peut être la solution au problème qui est là? 15 milliards, je vous dirais que c'est même trop pour lancer notre système laitier. Parce que dans ce pays, nous sommes des éleveurs de lait par excellence. Au risque de ne pas me tromper, ma consoeur invitée aujourd'hui, je parie qu'elle a une ferme, qu'elle a soit une vache ou une chèvre, qui produit quand même du lait. L'élément que le Mali partage de Kidal à Caille, c'est le cheptel. Et tout cheptel mis dans les conditions produira le lait. L'avantage comparatif que nous avons, puisque nous allons rentrer dans la zone de libre-échange continentale, qu'on le veuille ou pas, ça reste le cheptel. Maintenant, il faut miser sur ça. Et on dit 15 milliards, c'est même beaucoup pour ça. Il suffit juste d'un maillage plus sérieux, de donner les moyens, même pas nous donner l'argent, mais nous permettre, même si on mettait ces 15 milliards en garantie dans une banque pour bonifier le taux d'intérêt des prêts, puisque parce que les autres qu'ils empruntent dans leur système laitier qui nous apportent leur poudre de lait, ils empruntent au taux d'intérêt 0 à 1%. Mais nous empruntons dans nos banques entre 9, 10 et 12%, donc on ne peut pas les concurrencer. Donc ces 15 milliards, même si on bonifie, on les met dans une banque pour bonifier le crédit, nous allons produire le lait. Les années où les gouvernements avaient mis certains efforts spécifiques sur la production laitière, vous avez vu que Bamako et dans les périphéries de Bamako, dans certaines grandes villes, le lait a explosé. Ce n'était pas une évidence il y a 15-20 ans d'avoir du lait en plein mois de mai, mars, avril, mai à Bamako. Mais aujourd'hui, du 1er janvier au 31 décembre, vous avez du lait. Et du lait qui n'est pas mouillé, qui n'est pas coupé. Avant, il y avait ce mythe de lait qui était mouillé et coupé. Ouais. Aujourd'hui, nous réussissons tellement à en produire dans nos fermes qu'on n'arrive même pas à totalement l'évacuer. Donc, la problématique de la commercialisation se pose. C'est une question de vision et de choix stratégique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'apaisantir, mettre les efforts dans l'amélioration de la race ou bien dans les structures de transformation de lait pour que ça soit vraiment à la portée de tout le monde? Parce qu'à présent, ça reste à la portée d'une certaine élite quand même. Non, vous savez, quand vous regardez l'évolution... Ça, c'est la vérité. On ne peut pas se lever aujourd'hui, aller acheter du lait local frais aujourd'hui comme on le veut. Ah si. Oui, parce que les deux problèmes sont là. Il n'est pas là en quantité suffisante et le prix n'est pas à portée de main de tout le monde. Justement, les deux problèmes sont réunis par le secteur. Vous allez vous expliquer quelque chose. S'il y a un produit sur lequel le prix n'a presque pas évolué sur les 20 dernières années, c'est le litre de lait. Ça coûte combien? Aujourd'hui, le litre de lait, nous sommes au niveau de 500 francs. Où ça? Le litre. Un peu partout au Mali, on parle du lait cru, mais avec certaines évolutions. Or, l'aliment bétail qui est fait pour nourrir le lait, le prix a peut-être doublé ou triplé durant ces dernières années. Les espaces pastoraux n'existent plus. Or, pour faire du lait, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas avec un cheptel transhumant. On fait le lait lorsque l'animal est presque sédentarisé et on lui apporte tout à manger, soins et tout. Dans votre question, il y avait plusieurs paramètres. C'est-à-dire, pour le lait, il y a plusieurs paramètres qui se présentent. La génétique, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Aujourd'hui, nous remercions l'État parce que nous avons une maîtrise sur l'insémination artificielle beaucoup plus grande que tous les autres pays de la sous-région. Ça, je vous le confirme pour avoir tourné dans tous les autres pays de la sous-région. Nous avons le savoir-faire naturel en nous. Il n'y a pas d'ethnie au Mali qui n'a pas son cheptel, qui n'a pas son animal et qui ne sait pas faire son lait, que ce soit le lait de vache ou le lait de chèvre. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est une vision, une réelle politique pour faire de ce pays, d'abord, réduire cette facture d'importation de lait et ensuite viser l'exportation. Là, c'est la transformation. Donc, c'est un tout. On ne peut pas faire le choix entre la production et la transformation parce que lorsque vous allez produire et que vous ne pouvez pas vendre, c'est un manque à gagner terrible. Et il faut transformer, conserver, commercialiser. Donc, c'est un tout. Et ce tout, nous avons expliqué ça. Nous avons les schémas, la FENALER, la Confédération nationale des producteurs de lait, communément appelée FENALER, réfléchit. Et c'est le but même de ces journées, aller sur le terrain, rencontrer les gens, quelle est leur problématique, quelles sont les solutions et faire le plaidoyer au niveau de l'État pour nous aider à avancer sur ce secteur. D'accord. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Président, qui sont-ils ces producteurs de lait? C'est des gens qui ont de l'argent. C'est comme on dit, il faut faire la promotion de l'agriculture, mais ce n'est pas n'importe qui peut faire l'agriculture aujourd'hui.
les systèmes de goutte à goutte, ceci, cela, les investissements en voie, ce n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas une grande surface financière. C'est une évidence, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Vous savez, M. Djomele, je me rends compte que derrière des exemples réussis de cas où des gens ont mis des gros investissements dans l'agriculture, ça occulte presque la totalité de l'agriculture. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous étonner. D'accord. 90% de la production agricole du monde est faite par de petites entreprises agricoles familiales. Oui, on a dit que ce sont les entreprises agricoles familiales qui Mais nourrissent le monde. que veut dire en petite entreprise? C'est quelqu'un qui n'a pas de goutte à goutte, souvent qui n'a pas de pied et qui n'a même pas de puits ou de forage. Et le matériel attelé, il ne l'a pas, tout se fait avec la daba. Et comme on parle du lait, c'est peut-être quelqu'un qui a juste une vache et qui l'entretient ou qui a juste une chèvre et qui l'entretient. Alors, Donc, cette image de prestige, doit-on les maintenir dans ça? Justement, il faut casser cette image parce qu'on a même l'impression que lorsqu'on parle d'aide au secteur rural, à l'agriculture, on a plus tendance, je suis président de la PECAM, j'englobe tout le monde, mais il y a certaines vérités qu'on doit dire, on a plus tendance à aller vers agriculture céréales, culture coton aussi, qu'à penser développement du cheptel parce qu'on te dit quelqu'un qui est un animal, c'est dans notre culture communément, c'est quelqu'un qui est riche. Donc, il faut casser ce mythe. Hein? Il faut casser ce mythe et aider tout le monde et surtout ne pas faire une séparation entre un agriculteur et un éleveur. On doit être des agro-éleveurs. Aujourd'hui, ça doit être symbiotique. Tu ne peux pas être un bon agriculteur si tu n'as pas de fumure organique et tu ne peux pas être un bon éleveur si tu n'as pas les résidus agricoles pour nourrir ton cheptel. D'accord. Puisque vous avez mis les doigts sur la plaie, comment faut-il faire maintenant pour changer le contenu de cette idée reçue là? C'est à vous de le faire. C'est à vous et je remercie l'ORTM. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire lorsque nous sommes venus aux affaires, donc je vais le répéter peut-être pour que ça soit pédagogique. Le premier point que nous avons mis en place lorsque nous sommes venus aux affaires, c'est l'enregistrement des exploitations agricoles familiales avec géolocalisation assortie d'une carte professionnelle agricole. Qui est qui fait quoi, où il le fait et comment il le fait pour pouvoir l'aider. Avoir une traçabilité dans tout ce qui se passe sur le monde agricole. Le deuxième point, un agriculteur n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse machine à lui tout seul, il a besoin du service agricole. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous, Djomele, vous voulez rentrer dans l'agriculture, vous n'avez pas besoin, madame n'a pas besoin d'un tracteur, elle a juste besoin qu'on travaille sa terre au moment T pour faire son semis, qu'on l'aide à valoriser son lait ou ses animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les CUMA, les coopératives d'utilisateurs de machines agricoles en commun. Il faut que nous créions ça. Nous avons des politiques qui poussent à l'individualisme. Or, l'agriculture, c'est quelque chose de communautaire. Il faut développer ces choses. Nous n'avons pas tous besoin d'avoir la même machine qui va coûter peut-être 100 millions qu'on ne va jamais amortir tout seul, mais le travailler ensemble. Même l'essor du lait a été réussi. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis en coopérative. Chacun produit 3, 4, 5 litres de lait. Vous avez l'exemple le plus probant au port de Kassela, où ils peuvent avoir 3000 litres de lait par jour, mais il n'y a pas de producteur à Kassela qui produit 200 litres de lait seul. Vous faites la promotion de l'esprit, par exemple, des sovcos dans le temps en Union soviétique, où ils se mettaient ensemble. Bon, je n'ai pas très bien compris ce que c'est que les sovcos dans l'Union soviétique, mais je parle qu'aujourd'hui, lorsque nous voyageons, nous allons dans les salons d'agriculture, nous allons dans les forats, nous remarquons que nulle part, même dans les pays les plus, on va dire, capitalistes comme les États-Unis, un agriculteur ne s'est développé seul. Un producteur de lait ne s'est jamais développé seul. Ils se sont mis en coopérative pour réussir. Donc, quand vous êtes en coopérative, vous produisez du lait, vous pouvez aller jusqu'au point d'avoir votre propre supermarché, votre usine de lait. Et nous l'avons commencé au Mali, je profite de l'occasion pour dire que nous avons commencé au Mali, nous avons mis ensemble notre argent pour acheter un terrain à Djalakhorobou sur lequel a été construite une usine. Et là, c'est vraiment un appel du pied que je lance au gouvernement. Le matériel de l'usine est au Mali, qu'il nous aide, qu'on puisse le monter pour que ce sera une première au Mali, une usine de lait qui appartient aux producteurs laitiers. Ah bon? Oui. En fait, c'est ça l'objectif. C'est là où nous voulons aller, transformer nos producteurs agricoles en entrepreneurs agricoles. Et vous savez déjà la capacité de production de cette Oui, cette usine aura une unité? capacité de production de 6000 litres par jour. Il y a de quoi approvisionner? Ne vous inquiétez pas sur ça. C'est-à-dire, en mettant cette usine en place, nous allons adapter nos parcs à ça. Je vous donne un exemple très simple. D'accord.
peut-être que 60% à 80% des producteurs laitiers, à un moment donné, ont été obligés de réduire leur production de lait faute de moyens de conservation et d'évacuation. Donc, il suffit juste qu'on sache que nous avons notre usine et que même si on ne gagne pas sur le lait cru, on aura sur le lait et ses produits dérivés qui vont être lancés dans le marché et on relance la production. D'accord. Alors, vous êtes parti à Sikasso. Quel est le message que vous avez porté et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Bon, les résultats, nous les aurons peut-être dans une année, parce qu'il y a un travail qui va se faire, mais le message qu'on a porté à Sikasso, c'est que Sikasso a la chance d'avoir de la verdure beaucoup plus tôt que le reste du Mali. D'accord. C'est de faire comprendre aux éleveurs en général et aux producteurs de lait en particulier que nous ne réussirons à avoir notre cheptel sur notre territoire la grande majorité du temps que si nous développons une politique de culture fourragère sérieuse. C'est-à-dire, aucun éleveur producteur de lait ne doit avoir des animaux qui sont exclusivement nourris par ceux qui l'achètent pour nourrir ces animaux. L'activité ne sera pas rentable. Il doit avoir 1 ou 2 hectares de culture fourragère pour aider ces animaux durant la période de soudure. Il faut aussi casser les stéréotypes. Aujourd'hui, quand on va dire à quelqu'un que je vais broyer mon maïs pour le donner à des poulets, tout le monde accepte, c'est compréhensible. Mais je vais broyer mon maïs et la tige pour donner à mon animal producteur de lait, il y a un blocage. Il faut casser ces blocages. Ah, vous pensez que ça n'est pas toujours pas chez les agriculteurs? Vous savez, le social est très dur. Il faut expliquer aux gens que non, en fait, ma part, c'est de nourrir le Mali à travers la viande et le lait. La part de Djombélé, c'est de donner des bonnes informations à la télé. Madame nous soigne. Chacun est le producteur de maïs pour la consommation humaine. Chacun joue son rôle. Mais l'éleveur doit vraiment se préoccuper à avoir un cheptel qui est sain et qui est productif les 365 jours de l'année. Donc, vous voulez dire qu'il faut des éleveurs agriculteurs. Exactement. Voilà pourquoi vous parlez d'agriculteurs avec des éleveurs agriculteurs ou des agriculteurs qui produisent pour les éleveurs. Aussi, c'est aussi une possibilité. Okay. Et ça va créer beaucoup d'emplois d'abord. C'est une nouvelle activité qui peut créer beaucoup d'emplois parce que nous avons l'avantage d'avoir beaucoup d'eau souterraine. Donc, on peut utiliser cette eau souterraine. Et ce n'est pas madame qui va aussi me démentir. Vous savez, le lait, c'est une affaire de femmes. Toutes les transformatrices, c'est les femmes. Le lait, quand il est produit généralement dans nos milieux, le reste, c'est les femmes qui gèrent tout ça. Donc, en développant un système laitier performant, moi, je reste convaincu que ça peut résoudre même 50% de la crise qui existe dans notre pays entre nomades et sédentaires parce qu'il y aura de la valeur ajoutée sur les animaux. Alors, ce qui est séduisant dans vos propos, c'est que vous avez les idées, vous avez les plans, vous avez les stratégies, mais c'est un peu comme quelqu'un qui parle de la parole. On dit la parole devient action quand elle s'empare de quelqu'un ou de la masse. Hein. Si une action ne suit pas la parole, ben, elle reste à l'état de je ne sais quoi. En tout cas, ça ne sera pas action. Tout ce que vous dites là, c'est très bien beau, mais sans moyens, mais ça va rester à cet état-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les acteurs, à 90% des cas, n'ont pas les moyens, il faut te le dire. Il faut la subvention de l'État, comme sous d'autres cieux, qui accompagne l'agriculture. Partout au monde où ce secteur a émergé, l'État a subventionné. C'est vrai que nous avons un État aujourd'hui qui a peut-être certaines difficultés à aller dans la subvention comme nous l'entendons, mais il y a d'autres mécanismes au-delà de la subvention. Nous avons un système bancaire dans lequel il y a beaucoup de thésaurisation de l'argent. Il suffit juste de bonifier, c'est-à-dire mettre des garanties au niveau de ces banques pour que les éleveurs, les agriculteurs puissent emprunter à des taux qui leur permettent de faire leur activité. Justement, pourquoi ça, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Vous allez prendre la loi d'orientation agricole qui va vous parler du FENA, du Fonds national d'appui à l'agriculture. L'esprit de cette loi, c'était pour ça. Maintenant, ce fonds devait servir à quoi? À financer l'agriculture. Et c'est clair, dans la loi d'orientation agricole, tout a été dit, très bien écrit. J'étais même pas aux affaires, j'étais encore un Malien de la diaspora. On veut juste que ça soit appliqué. Ça ne l'est toujours pas. Pas dans la forme que nous souhaitons et pas dans sa totalité. Mais toutefois, il faut dire que nous remarquons certaines choses qui commencent à bouger. Quelque chose s'est passé lors de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture l'année dernière. Nous avions demandé au président de la transition que puisque l'État subventionne le coton, et que le tourteau est un produit dérivé, la graine de coton est un produit dérivé du coton. Après avoir trituré l'huile, dans les temps, c'était un déchet. Aujourd'hui, c'est devenu presque le but même du jeu de la culture du coton.
que le président nous garantisse 10% de la production de coton soit donnée aux éleveurs maliens et aux détenteurs de bœufs de labour. Et je tiens ici sur ce plateau à le remercier pour avoir pris cette décision. Vraiment, c'est une décision qui est salutaire pour le monde rural. Mais il avait dit la dernière fois que c'était à titre expérimental. Ici, c'est la profession agricole qui l'implore pour que ça soit une action qui est pérennisée, qui est écrite sur du marbre. Parce que vous savez, souvent, nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui écoutent vraiment les professionnels agricoles, mais le reste de la chaîne ne suit pas exactement ce qu'on dit. Donc, si avec des actions pareilles de 10%, nous passons à 30% de la production est garantie pour les éleveurs du Mali et les détenteurs de bœufs de labour, là, vous allez voir que la production, elle va facilement beaucoup plus augmenter. Les périodes de soudure vont être plus facilement dépassées et nous allons sur d'autres étapes maintenant. Bon, nous avons souvent l'habitude d'entendre certains discours. On ne sait pas si c'est des critiques de mauvais aloi ou si c'est bien fondé. On dit tout l'argent qui vient dans le secteur de l'agriculture est en grande partie destiné aux cotonculteurs. Les autres restent les parents pauvres de l'opération. Vrai ou faux? Là, c'est une petite colle que vous me posez en tant que président de la PECAM. Je vois les choses comme ça. Vous savez, le coton, la culture du coton est plus ancienne que la République du Mali. C'est une culture de rente. Pour info, l'Office du Niger n'a pas été fait pour produire du riz, mais du coton. Ah bon? Oui. Donc, c'est un schéma dans lequel, effectivement, la CFDT, la Compagnie française de développement textile, après les indépendances, s'est transformée en CMDT. Donc, c'est un schéma qui est huilé, qui est rodé. L'idéal aurait demandé quoi? Que nous ayons, au-delà de la CMDT, tout ce qu'on fait pour la CMDT, c'est bien pour les cotonculteurs, mes adhérents gagnent de l'argent lorsque tout va bien. C'est d'avoir une CMDT rien que pour les céréales et l'agriculture, l'équivalent d'une CMDT, d'une compagnie malienne de développement de l'élevage et une compagnie malienne de développement des oléagineux. Pourquoi marcher sur un pied lorsque nous pouvons marcher sur 4 pieds? C'est beaucoup plus équilibré et on peut avancer beaucoup plus vite. Mais il est vrai que le coton a sa part, d'ailleurs a une part pas négligeable, mais parce que le coton aussi fait tourner l'économie, on ne peut pas leur en voir pour ça. Et le coton produit dans leur zone beaucoup aussi de céréales. Mais puisque nous avons pu mettre, grâce à notre génie en place, quelque chose qui peut fonctionner, comme la CMDT, pourquoi ne pas le faire sur les céréales, ne pas le faire sur l'élevage et d'autres secteurs? Parce qu'il n'est pas dit que le Mali doit seulement viser le coton. Et encore sur le coton aussi, il faut surtout penser au chaînon de transformation pour évoluer. Et que dans cette transformation, que les producteurs soient des acteurs qui reçoivent des dividendes sur leurs produits. En fait, c'est comme ça que nous, en tout cas aux affaires à la PECAM, nous pensons. Bon, je suis soniqué, peut-être que ça va de cela. Nous avons, dans tout ce que nous entreprenons, nous voulons que les gens gagnent. Et il faut qu'on réfléchisse dans des schémas comme ça. D'accord. OK, il y a 10 à 15% des Maliens qui boivent. Combien de pourcents des Maliens boivent? Non. 15%, 15 litres nous n'avons que, nous, en général, c'est-à-dire si vous faites une répartition dans le pays, oui. Nous consommons que 15 litres de lait par personne et par an. Ah oui, d'accord. L'ensemble des Maliens. L'ensemble des Maliens. D'accord. Alors que l'ensemble, chacun devrait consommer la norme de la FAO, c'est de 62 litres par personne et par an. D'accord. Alors, quelle est la quantité, il faut nous le rappeler, la quantité de lait local? Vous savez, quand c'est que nous produisons? Chaque fois que je vais sur un plateau, qu'on me demande des chiffres, je reste beaucoup sur ma réserve parce que tant que nous n'avons pas fait des vraies études, en tant que premier responsable, il ne faut pas que je m'hasarde à dire quelque chose qui peut être démenti par une étude ultérieure. D'accord. Je vous ai dit qu'on a besoin d'un plan spécial pour l'élevage en général, c'est-à-dire production de viande, production de lait. Qui doit faire le plan? L'État, bien sûr. C'est-à-dire nous avons proposé, mais l'État doit se dire qu'aujourd'hui, l'élevage, mon cheptel, c'est l'avantage comparatif que j'ai dans la ZLECAF. Il faut que je le développe, que lorsque les frontières vont être totalement ouvertes, je puisse exporter ce produit, le labelliser et avoir ce qu'on appelle la norme. D'accord. Parce que celui qui contrôle la norme contrôle le marché. Je vous donne un exemple. Au Niger, la viande séchée, ils ont contrôlé la norme. Ils disent que le cliché, c'est une création du Niger. Et ça se passe comme ça dans le monde. Si tu veux appeler ça cliché, il faut que tu aies les normes de cliché. Aujourd'hui, le Mali, qui est vraiment un pays d'élevage par excellence, c'est l'un des rares pays où le cheptel est supérieur au nombre de population. Donc, il faut que nous aussi, on développe une politique attractive, qu'on
on prépare nos gens à rentrer dans cette zone de libre-échange continentale parce qu'elle va se faire. Ils ne vont pas nous attendre. Alors, ce qui est un peu... bon, d'accord, qui dérange un peu dans tout ça, on dit toujours il faut, il faut, il faut. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'est pas temps de dépasser il faut maintenant pour faire? OK? Parce que dans ce cas précis, par exemple, question nous taraude un peu, hein, on ne connaît pas exactement les nombres de litres qu'il faut produire, que nous produisons. On ne connaît pas le nombre exact de l'ensemble des acteurs de la filière. On ne connaît pas. Et vous voulez qu'on trouve une solution à un problème dont on n'a pas cerné les contours. Mais ce n'est pas possible. Le docteur, s'il ne pose pas le bon diagnostic, il n'a pas le bon remède. Et s'il n'y a pas le bon remède, le malade n'est pas guéri, Monsieur le Président. C'est pour ça que nous avons dit l'enregistrement des exploitations agricoles familiales et des exploitants avec une géolocalisation et une carte professionnelle agricole. Quand nous sommes venus aux affaires, on a vu tous les chiffres qu'on dit dans l'agriculture. C'est Maus, 15% du budget national, c'est Maus. Et chaque année, nous sommes obligés de demander à d'aider les gens pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Ouais. On demande des subventions, on se dit que oui, ça veut dire que quelque part, quelque chose bloque, quelque chose n'est pas vrai. Quand vous parlez de souveraineté alimentaire, mais c'est ce qui nous plaît, ça doit être l'objectif final. Ça doit être l'objectif, mais comme vous l'avez dit, si vous ne savez pas quels sont vos producteurs, où ils sont et qu'est-ce qu'ils produisent, qui n'est pas une carte professionnelle agricole, je suis désolé, mais aujourd'hui, le métier d'agriculteur n'est pas un métier. Tu n'as pas de carte professionnelle. Et il est temps qu'on quitte cet état de fait. Ça peut être gênant, mais c'est la vérité. Nous sommes venus aux affaires, nous avons vu. Et la loi d'orientation agricole est très claire sur l'enregistrement des exploitations agricoles familiales. Mais en pratiquant ce document, nous avons vu qu'il manquait la géolocalisation, qu'il fallait géolocaliser chaque producteur agricole et lui donner sa carte professionnelle agricole, savoir comment on peut l'aider, comment il peut être productif. C'est à partir de ça que tout le reste se déclenchera. On fera 1000 ans. Si nous ne savons pas qui nous sommes, où nous sommes, comment nous produisons et où nous voulons aller, nous n'allons pas vraiment progresser. Et si nous continuons sur cette voie et nous allons dans la zone de libre-échange continentale, on va se faire manger cru. Alors, président confiant ou qui désenchante? Un président extrêmement confiant. Parce que si je n'étais pas confiant, si je ne croyais pas à l'étoile de mon pays, si je ne croyais pas au potentiel malien, croyez-moi, je n'allais pas quitter la diaspora pour venir prendre le risque d'être en cette période dans ce pays pour me battre pour mon pays. Extrêmement confiant. On a dit qu'il fallait se méfier de l'optimisme bien. Non, ça passe par se dire la vérité. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Ah bon, allez-y. Sur les plateaux, ça passe par se dire la vérité au moment T. Ce qui ne va pas, il faut que nous ayons cette capacité d'autocritique pour dire que si, avec tout le potentiel que nous avons, nous ne réussissons pas à satisfaire tout le monde, nous n'avons pas la souveraineté alimentaire, c'est que quelque part, quelque chose bloque. Il faut qu'on ait le courage de se dire cette vérité et de le changer. Et la profession agricole, par ma voix, l'APCAM et toutes mes filières, c'est comme ça que nous voyons la chose. Dire la vérité et proposer. Vous voyez que chaque fois que nous intervenons, on ne se limite plus à critiquer, on donne une solution concrète. Si on fait ça, on arrive à ce stade et nous avancerons. D'accord. On pense bien que dans ces solutions, vous allez essayer de transformer le peu d'agriculteurs qui sont encore dans la culture des tabacs à aller vers le lait. Cultivons des aliments, pas de tabac. C'est justement... On va changer de sujet, mais pas beaucoup, on va rester toujours là. Hein. C'était le thème de la journée mondiale sans tabac édition 2023. La journée a été commémorée. Et ce 31 mai 2023, occasion de rappeler une fois de plus les effets néfastes du tabac. Tout le monde le sait, il ne faut pas fumer. Ceux qui fument, il faut arrêter. Voilà. C'était donc le 31 mai. Professeur. D'accord. Cultivons des aliments, pas de tabac. Bon, on a commencé par ça. Ils vont continuer à cultiver un peu de tabac parce qu'il y a une dimension économique, il a dit. Importante. Parole de président et parole de président Sarakoulé qui... Une campagne pour que les gens ne fument pas. D'accord. Ils vont vous aider dans la campagne. OK. Et quelle est la situation des méfaits du tabagisme au Mali? Quand on dit que le tabac n'est pas bon, pourquoi vous tirez à boulet rouge sur le tabac?
Le tabagisme, c'est une urgence mondiale, hein, selon l'OMS, et c'est une préoccupation majeure des politiques de la santé. Parce qu'il y a au moins 8 milliards de tabagisme selon l'OMS par an. Et 85% de ces tabagiques vivent surtout dans des pays en voie de développement. D'accord. Mais quand vous parlez de tabac, il y a plusieurs catégories. C'est tous les tabacs? Il y a plusieurs catégories de tabac. Nous avons le tabac. Il y a la cigarette. Il y a la cigarette, il y a le cigare, il y a les tabacs à fumer, il y a les tabacs sans fumer, il y a les tabacs à briser, comme il y a les tabacs à chiquer aussi. D'accord. Et Tout ça, c'est mauvais. Ah oui, ils sont tous nuisibles pour la santé, et particulièrement sur la santé respiratoire. D'accord. Et rien que sur la santé respiratoire. Alors, quelles sont les maladies, les pathologies provoquées par la consommation de tabac? Bon, en tant que pneumologue, je parlerai d'abord du cancer du poumon. C'est d'ailleurs le premier facteur de risque lié au tabagisme, que ce soit passif, que ce soit actif. Celui qui fume, et celui qui fume devant une personne saine, celui qui inhale de façon involontaire aussi a une part dedans. Il est exposé au même danger. Il est exposé au même danger. Ainsi que celui qui fume devant sa famille, son épouse et puis ses enfants. Donc, personne n'est épargné en matière de tabagisme. D'accord. Alors, à part les poumons, ça peut attaquer d'autres organes? Ça peut atteindre tous les organes. C'est de la tête jusqu'au niveau des orteils. Aucun organe n'est épargné en matière de tabagisme. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pensé, selon les études, que la consommation, ça augmente un peu ou ça baisse? Vous n'avez pas des chiffres, vous non plus? Si, nous, on a des chiffres. Au Mali, il y a à peu près 16,6% des tabagiques, mais sauf que c'est des études qui sont un peu biaisées parce qu'actuellement, le tabagisme concerne surtout les jeunes et les adolescents qui sont rentrés dedans de façon exponentielle. D'accord. Et quelle explication vous avez regardé du côté des sociologues? Qu'est-ce qui explique tout cela? C'est le déni de la maladie. Beaucoup ne savent pas que le tabac est nuisible pour la santé. Mais vous le savez, pourquoi vous ne le portez pas à la connaissance du public? C'est la faute à qui? Monsieur le président de l'APECAM vous a dit que la culture du tabac est difficile à arrêter. Les lobbies du tabac sont très, très puissantes. Parce que selon quelques rapports que j'ai eu à lire, la Sonatam particulièrement apporte des milliards à l'État malien. Et ça, c'est même pour les autres pays, les pays occidentaux. Ce n'est pas pour rien que les industries de tabac ont quitté les pays occidentaux pour venir se diriger en Afrique. Regardez actuellement, Philippe Maurice est particulièrement basé à Dakar, alors que c'était une industrie qui appartenait aux Américains, mais à cause des taxes et des trucs, finalement, il se dirige vers les pays en voie de développement pour continuer toujours. Donc, en conclusion, c'est peine perdue, c'est pas la peine de lutter contre. Non, on doit lutter parce que actuellement, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui est vraiment foutue en l'air. Parce que la jeunesse qui représente la ressource humaine de qualité en termes de potentialité ne sera pas vraiment potentielle à cause des effets du tabac. Alors, vous avez des associations de lutte contre le tabac? Oui, plusieurs, il y a des associations de lutte contre le tabac. Et comment vous faites pour fédérer vos actions? Où chacun agit de son côté, c'est un peu épars et puis ça ne donne pas de résultats probants. Peut-être pour les autres. Mais en général, nous, spécialistes en matière, on n'est pas impliqués dans des associations, mais on ne cesse d'expliquer, même à nos autres collègues médecins. Mais pourquoi vous ne commencez pas la sensibilisation par ces associations qui ne sont pas forcément des professionnels, mais qui ne veulent pas vraiment que les uns et les autres fument? Ils veulent freiner un peu l'évolution de la consommation du tabac. Ces associations-là aussi font de leur mieux, parce que je me rappelle l'année dernière, en 2022, lors de la dite journée de lutte contre le tabac, il y avait une association qui était très bien motivée pour la jeunesse. Des associations très dynamiques, professionnelles, mais pas toutes. Oui. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas essayer de resserrer un peu les liens avec eux et ça va vous renforcer davantage dans votre lutte? Bien sûr. Hein? Bien sûr. D'accord. Alors, Monsieur le Président, cette fois en tant que citoyen, comment voyez-vous ces phénomènes? C'est inquiétant ce que Madame dit. Très, très inquiétant pour ce qui est de la cigarette, du tabac en général et du dégât que ça fait sur nos populations. C'est très grave. Je pense que beaucoup de sensibilisations sont possibles et peut-être je vais aussi relever un fait que entre les problèmes de santé, en tout cas en milieu rural, nous à la PECAM, nous serons ravis de signer des conventions
pour aller en milieu rural, expliquer à nos adhérents qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans le milieu rural, généralement, l'exemple vivant est le mieux. Je viens le 31 mai, avant d'aller à Sikasso, on était sur le lancement de la campagne Covid à Yanfouéla. Et le fait que le président de la Chambre d'agriculture locale de Yanfouéla a inoculé lui-même sa première dose. Ouais. Le président de l'APECAM m'a dit que j'ai été double vacciné avec les preuves. Sur place, nous avons eu près de 200 à 300 personnes, compte tenu des préfets et d'autres grands cadres qui ont pris leur première vaccination. Donc des conventions comme ça aussi seraient bien entre le monde de la santé et d'autres, bien sûr, avec l'APECAM, parce que nous sommes des élus de la base au sommet. Et généralement, quand vous voyez quelqu'un que vous admirez, parce qu'il a été un bon agriculteur, président de la Chambre d'agriculture de Yanfouéla, faire quelque chose, les jeunes sont plus inclins à le suivre. Le débat sur le tabac, la chicha et toutes ces choses que nous importons d'ailleurs, qui deviennent des phénomènes de mode et les gens regardent Bamako, mais il y a beaucoup plus de dégâts dans nos contrées, dans nos zones rurales. Absolument. Il faut des échanges. Vous pouvez venir vraiment avec la PECAM, on discute, on explique aux gens qu'il faut arrêter ça parce que tôt ou tard, ça va jouer sur votre production et créer une dépendance. Alors, la connexion, elle est faite. Hein? Vous venez voir la PECAM et vous allez mettre les efforts ensemble. Alors, les malades qui viennent chez vous, là, malades du tabac, il y en a beaucoup, hein, vous avez dit. Il y en a beaucoup. Et comment ça se fait la prise en charge? C'est compliqué? Bon, la prise en charge, elle est compliquée. Qui dit méfait du tabac parle d'oxygénothérapie au long cours. Vous savez que nous avons un seul service de pneumologie pour tout le Mali. Ah bon, ça? Qui siège au point G. C'est le seul service de pneumologie de référence où on peut prendre en charge tout ce qui est pathologie respiratoire. Un seul service? Ah oui. Hein? Oui. Et vous pouvez prendre combien de personnes par jour? On a 140 lits. C'est un service qui a 140 lits et qui est doté d'oxygène de partout. Donc, les malades sont bien pris en charge que dans ce seul service. Mais l'oxygénothérapie au long cours pose un problème énorme. Parce Lequel? Un malade qui est étiqueté, par exemple, je prends l'exemple sur les bronchites chroniques obstructives, qui a une bronchite chronique obstructive liée au tabac qu'on appelle BPCO et qui devient oxygénodépendant, c'est une oxygénodépendance à vie. C'est-à-dire, on ne peut pas vous débrancher? Non, c'est des malades qui ont besoin d'oxygène au moins sur les 24 heures, 20 heures, sinon plus que ça par jour. Donc, c'est des malades qui ont une durée d'hospitalisation qui est très longue, surtout ceux-là qui n'ont pas assez d'argent. Et la majeure partie... parce que c'est le malade qui paie aussi. Non, l'oxygène au point G est inclus dans l'hospitalisation, mais s'il veut rentrer chez lui, il faut qu'il ait un petit extracteur d'oxygène qui coûte pratiquement 700 à 800 000, sinon des fois ça va jusqu'à 1 million, ça dépend de la marque. Donc c'est colossal. Et le mieux c'est d'arrêter de fumer. Comme on dit, la meilleure cigarette là, c'est celle qui n'est pas fumée. C'est celle qui n'est pas fumée. Oui. D'accord. Et il faut arrêter de fumer. Pour ceux qui n'ont pas essayé, d'abord, il ne faut pas fumer. Ok, d'accord. On est à la fin de cette émission parce que dans quelques instants, le journal de 13h. Mais vous avez certainement des choses à ajouter parce que votre domaine est tellement vaste avec tellement de problèmes, avec si peu de solutions. Voilà. Bon, le mot comme nous parlions de la journée mondiale du lait, c'est vraiment à l'élite malienne que j'aimerais m'adresser, aux cadres, aux fonctionnaires. Consommez le lait cru. Aux opérateurs économiques, investissez dans le lait cru. Investissez dans l'élevage. On a besoin d'abattoirs modernes, on a besoin d'usines de lait. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être un pays qui va baser toute son économie sur l'achat à l'extérieur et revendre au Mali. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Et le Covid a été la meilleure leçon. Il y a moins de risques là-bas. Oui, le problème, c'est qu'il faut tirer toujours des leçons de ce qui s'est passé. Lors du Covid, nous avons vu que s'il n'y avait pas la capacité de résilience des populations rurales maliennes, le pays allait s'effondrer parce que rien ne rentrait. Et il faut croire en ces gens qui, lorsque tout était fermé, ont quand même produit suffisamment à nourrir pour tenir ce pays. Il faut investir en ces gens. Nous ne pouvons pas faire autrement. Les pays qui se sont développés ont d'abord investi dans leur agriculture, et agriculture grand A, c'est-à-dire élevage, pêche, pisciculture, jusqu'à être exportateurs de ces produits sur le Mali. N'acceptons pas d'être une zone juste de consommation pour le reste du monde. Et ça, c'est l'élite qui le fait, ce sont les dirigeants, ce sont les leaders, nous en faisons tous partie.
Mais il faut que nous changeons de paradigme. Il faut que nous réfléchissions autrement pour faire le Mali nouveau, le bon Mali, basé sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. D'accord. En tout cas, leur thème, on a bien compris, hein, du directeur jusqu'au dernier agent, ça ne fume pas, on boit du lait. Mais comment l'avoir ce lait local? Par exemple, nous voulons acheter un litre de lait tous les jours. Comment tous les jours, où aller? Passer la commande, aller voir à l'APECAM à côté ici, on vend du lait à l'APECAM tous les jours. C'est vrai? C'est vrai. C'est le président de l'APECAM et président de la FENALEC qui est en train de vous parler. D'accord. Sinon, on va vous Et réinviter. autre chose que j'aimerais dire, allez-y, c'est qu'au Mali, la loi permet à tout fonctionnaire, tout citoyen malien d'être un producteur agricole. Utilisez votre droit, investissez dans l'agriculture. C'est ensemble que nous serons forts. Ce n'est pas un secteur réservé à Ce n'est pas une un catégorie. secteur réservé à une catégorie. D'accord. Tout le monde peut être agriculteur, du président de la République à n'importe qui. Mais on a besoin des conseils, d'orientation. Et l'APECAM est là pour ça, pour conseiller, pour orienter, pour vous aider, pour suivre. Le département ici est là pour ça. La connaissance, elle est partout, mais il faut que les gens investissent leurs fonds dans ce secteur. Il est temps. D'accord. Votre message, vous, professeur? Oui. Et moi, je m'adresse d'abord à la population jeune, qui sont l'avenir de demain, Ouais. et de tout faire pour éviter les effets du tabagisme. Et ceux-là qui ont fumé aussi doivent nous aider toujours dans cette campagne de sensibilisation dans les maisons, avec les proches, les amis et consorts, de tout faire pour ne pas fumer. D'accord. Et mon dernier mot, c'est surtout le sévrage tabagique. Et je lance un appel solennel surtout à mes collègues médecins. N'hésitez pas de faire le sévrage tabagique chez vos patients. Et on est là pour ça. Le service de pneumologie de l'hôpital du Pongé est là. Certes, on n'a pas de jours spécifiques que pour les consultations tabac, mais on fait la consultation tabac au cours de nos consultations journalières par jour pour aider les malades à arrêter de fumer. On a même des substituts nicotiniques qui sont Donc, vendus. tout le monde peut venir vous voir Ah oui, parce qu'il y a bien sûr. tellement de gens qui Mais voudraient bien arrêter sûr, la bien cigarette, sûr. mais qui ne parviennent pas. Bien sûr, venez nous voir. Je ne suis pas la seule. On est une équipe là-bas, une équipe de pneumologues et de tabacologues qui travaillent nuit et jour Mais comment pour aider s'installe les l'addiction? Maliens. Comment s'installe l'addiction là? Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à se débarrasser du tabac? Ah non, facilement? le tabac, la nicotine est très forte. Ouais, ça atteint quel organe et qui fait Ça qu'on atteint on reste tous très les attaché? organes, monsieur Diombele. Aucun organe n'est épargné. C'est facile d'arrêter de boire chez un alcoolique qui prend plus de 10 litres de bière par jour. C'est facile d'arrêter que chez un fumeur qui prend que 10 cigarettes par jour. Ah bon? Ah oui, la dépendance de la nicotine est très forte. Donc, ça donne beaucoup de signes qu'on ne peut pas... L'occasion, le temps ne nous permet pas de dire tout ça parce Oui. que ça donne le stress, ça donne l'anxiété. Le malade est tout le temps, la personne est tout le temps énervée. Ça donne l'insomnie, ça donne des fois la boulimie. Il y a tout un arsenal qui l'accompagne. Donc, nous, on est là pour accompagner ces malades-là à arrêter de fumer. D'accord, il s'agit de choisir maintenant entre la santé et le plaisir. Hein? Et fumer, c'est fumer sa santé, non? Ah. Voilà, mais c'est jouir également de son plaisir. C'est un choix qu'il faut faire. Il est vite fait, il faut laisser le tabac Oui. et boire Du lait. du lait local. Du lait local. Pas la poudre de lait. Ok, d'accord. Merci à vous, monsieur le président, monsieur Sanoussi Bouya Silla, président de l'APECAM. Ça rappelé? Exactement, 100%. Ok. Professeur Tenet Kanouté, spécialiste en pneumologie et tabacologie au CHU Pongé. Merci à vous d'être venu. Merci. Et à vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le journal de 13h, une présentation de Barakissa Ouattara, quant à Actu Hebdo, Inch'Allah, le prochain rendez-vous. C'est dimanche prochain, le canal, vous le savez, 12h13. Excellent après-midi dominical de TV, c'est ORTM 1.